À minuit à Clarence House. Un garde royal arrête le SUV de Camilla, dont l'arrière s'affaisse sous un poids suspect. Le prince William arrive à l'improviste, le visage pâle et déterminé. Il exige que le coffre en acier scellé à l'intérieur soit ouvert sur le champ. Des halètements retentissent. Le coffre contient les lettres privées et les journaux intimes de la princesse Diana, considérés comme détruits à jamais. En quelques heures, des enquêteurs descendent dans la cave de Clarence House, découvrant des bijoux cachés directement liés à la reine Élisabeth II elle-même. Les murmures se transforment en cris. La monarchie est ébranlée. Des secrets enfouis depuis des décennies sont ramenés à la lumière. Et Camilla, elle s'enfuit dans la nuit, alors que le palais se prépare à son scandale le plus explosif depuis la mort tragique de Diana. Clarence House était silencieuse, ses couloirs enveloppés d'ombre, lorsqu'un garde royal en patrouille de routine remarqua quelque chose qui n'avait pas sa place. Un SUV noir, l'un des véhicules personnels de Camilla, était lourdement stationné près des portes. À première vue, cela semblait ordinaire, mais les yeux entraînés du garde ont capté le détail qui comptait. L'arrière de la voiture s'affaissait anormalement bas, alourdi par quelque chose de bien plus substantiel que des bagages. Le protocole était clair. Enquêter, signaler, sécuriser. Il s'approcha. Sa lampe de poche balaya la peinture polie, le chaume brillant dans l'obscurité. Les portes étaient verrouillées, mais le malaise le rongeait. Il contacta son supérieur par radio, et en quelques minutes, le calme tranquille de Clarence House commença à se fissurer. Ce qui suivit fut la première secousse d'un tremblement de terre. Les agents de sécurité convergèrent, et la nouvelle se répandit plus vite que les pas. La voiture de Camilla ne quitterait pas les lieux ce soir. Des murmures résonnèrent dans les couloirs. Pourquoi son véhicule était-il si lourdement chargé à cette heure? La réponse arriva avec une synchronisation étrange. Le prince William, sans prévenir et à l'improviste, entra par les portes. Des témoins ont dit plus tard que son expression était illisible, calme en surface, mais tendue en dessous. Il exigea de voir ce qu'il y avait à l'intérieur du véhicule. Le garde hésita. Le protocole s'opposait à la hiérarchie, mais William insista, son autorité étant absolue à ce moment-là. Le coffre fut ouvert. À l'intérieur se trouvait un coffre en acier, boulonné, scellé, lourd, trop lourd pour des souvenirs, trop secret pour être une coïncidence. La suspicion se transforma en crainte. Le coffre fut transporté à l'intérieur et placé sous une lumière crue. L'ordre de William était clair. Ouvrez-le maintenant devant des témoins. Le silence s'épaissit lorsque les boulons s'entrechoquèrent et que le couvercle se souleva. À l'intérieur, il n'y avait pas de bijoux, pas de documents officiels, mais quelque chose d'infiniment plus dangereux. Les lettres et les journaux intimes manuscrits de la princesse Diana. Des halètements emplirent la pièce. Certains assistants auraient reculé comme s'ils étaient frappés. C'étaient les mots privés de Diana, ses peurs, ses espoirs, ses réflexions, des documents que l'on croyait détruits depuis longtemps. Et pourtant, ils étaient là, enfermés dans la voiture de Camilla, cachés comme de la contrebande. Pour William, cette vision fut comme une lame dans sa mémoire. La voix de sa mère, conservée à l'encre, avait été piégée dans l'acier et dissimulée par la femme le plus souvent dépeinte comme sa rivale. Ses mains tremblèrent lorsqu'il toucha les pages. Les murmures dans la pièce se transformèrent en une tempête. Comment ces lettres ont-elles survécu? Pourquoi étaient-elles ici? Et le plus dangereux de tout, que se passerait-il si leur contenu fuyait? Si vous êtes stupéfait par cette découverte de minuit, restez avec nous. Parce que ce que les enquêteurs ont découvert ensuite, sous Clarence House, était encore plus explosif. William resta figé, ses doigts traçant les bords de l'écriture de sa mère, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux. Le silence autour de lui était étouffant.
seulement rompu par les respirations superficielles du personnel qui savait qu'il venait d'être témoin de quelque chose que l'histoire n'oublierait jamais. Ces journaux intimes, ces lettres, n'étaient pas des bouts de nostalgie. C'était la voix de Diana, venue de la tombe, non filtrée, personnelle et maintenant exposée. Chaque ligne qu'il lisait était un rappel de la femme qu'il avait perdue et des questions sans réponse qui le hantaient encore. Peur, trahison, isolement. Ces mots se répandaient sur la page comme des blessures qui ne guérissaient jamais. La mâchoire de William se serra. Il n'était plus seulement un prince. À ce moment-là, il était un fils regardant le vol de la mémoire de sa mère. Le poids de la découverte remonta rapidement à travers Clarence House, atteignant les appartements privés du roi. Charles en sortit visiblement ébranlé. Au début, il exigea une explication. Comment de tels objets avaient-ils pu se retrouver en possession de sa femme? Mais à mesure que la vérité se dévoilait, la situation devenait insoutenable. La reine consort, la femme que le public considérait depuis longtemps comme la rivale de Diana, était désormais liée à la dissimulation de ses mots les plus intimes. Charles était confronté à un tourment qu'aucun monarque ne souhaitait endurer, défendre sa femme et risquer d'être considéré comme complice, ou se ranger du côté de son fils et voir son mariage se briser sous la pression de l'impitoyable lumière de l'histoire. Quoi qu'il en soit, la monarchie elle-même tremblait au bord du scandale. Les conseillers murmuraient dans les coins. Le personnel supérieur se démêlait pour contenir les retombées. Certains insistaient pour que les lettres soient immédiatement enfermées, à nouveau scellées et enfouies plus profondément qu'avant. Mais William ne voulait rien entendre. Sa voix, basse mais inflexible, exigeait la transparence. Ses mots étaient l'héritage de sa mère, pas un secret à cacher dans l'ombre. Les personnes présentes ont décrit une confrontation entre le père et le fils, à la fois calme et dévastatrice. La fureur de William brûlait sous la contrainte. Charles implora le calme, insistant sur le fait que la survie de la famille dépendait de l'unité. Pourtant, l'unité était impossible lorsque le fantôme de Diana planait dans la pièce, ses mots dans les mains de William comme du feu. Dehors, le ciel nocturne pâlissait vers l'aube. Clarence House, normalement un symbole de tradition et de sérénité, était devenu une forteresse de murmures et de terreur. Des gardes bordaient les couloirs, des assistants se précipitaient entre les pièces, et tout le domaine ressentait le pouls de la crise. Personne ne pouvait expliquer pourquoi Camilla transportait le coffre en acier. Personne n'osait exprimer la possibilité plus sombre que cela ait été délibéré. La tension s'accentuait à chaque heure qui passait. Que pourrait-il y avoir d'autre de caché? Quels autres secrets pourraient sortir de l'ombre si quelqu'un osait regarder? La découverte des lettres de Diana n'était plus un scandale isolé. C'était l'étincelle d'un brasier qui pouvait tout consumer. Et alors même que le soleil se levait sur Londres, la vérité était claire. Ce n'était que le début. Quelque chose d'encore plus dangereux attendait d'être découvert, enfoui profondément dans la cave de Clarence House. Alors que l'aube se levait sur Londres, Clarence House n'était plus le sanctuaire qu'elle était quelques heures plus tôt. Les couloirs bruissaient de murmures. Les gardes se tenaient au garde-à-vous avec des visages sombres, et le personnel échangeait des regards nerveux. La découverte des journaux intimes de Diana avait déjà ébranlé les fondations de la confiance. Mais la nuit recelait encore un autre secret, un secret qui allait creuser encore plus profond. Les enquêteurs, animés par un malaise, ont tourné leur attention vers le sous-sol et les débarras situés sous la résidence. Clarence House avait toujours été un labyrinthe d'espaces cachés, des caves à vin, des réserves et des coffres-forts verrouillés rarement dérangés. Ce matin-là, cependant, rien ne resterait intact. C'est dans la cave de pierre froide
que la lampe de poche d'un garde a attiré l'attention sur quelque chose d'inhabituel. 3 grandes caisses en bois renforcées avec de l'acier et solidement boulonnées. Leur présence a immédiatement suscité la suspicion. Ce n'étaient pas des boîtes de rangement cataloguées, ni une partie d'un inventaire officiel. Elles donnaient l'impression d'avoir été cachées intentionnellement. L'air devint plus lourd lorsque les caisses furent ouvertes de force. Une par une, leur contenu scintilla dans la faible lumière. Des héritages et des bijoux incontestablement liés à la collection royale. Une broche en diamant autrefois vue sur la reine Élisabeth II. Un collier de saphir que l'on croyait lui avoir été offert lors d'une visite d'État. Un collier d'émeraude photographié sur elle pendant les premières années de son règne. Ce n'étaient pas des bibelots ou des souvenirs égarés. C'étaient des artefacts inestimables de la monarchie, des symboles de continuité, d'histoire et de devoir, et ils avaient été dissimulés discrètement dans la résidence de Camilla. Des halètements et des murmures se répandirent dans la cave, alors que les assistants reconnaissaient chaque pièce. Certains détournèrent le regard, incrédules. D'autres griffonnaient des notes frénétiques. Les implications étaient stupéfiantes. Si les bijoux étaient cachés ici, qu'est-ce qui avait été dissimulé d'autre? Combien d'héritages avaient disparu des registres pour tomber dans le secret? La révélation remonta rapidement jusqu'au roi. Charles, encore sous le choc de la découverte des lettres de Diana, était maintenant confronté à un autre cauchemar. Il ne s'agissait plus seulement de journaux intimes privés. Il s'agissait des joyaux de la couronne elle-même, des trésors liés à la mémoire d'Élisabeth et à la légitimité de la monarchie. William, informé de la découverte, ne perdit pas de temps à descendre dans la cave. Des témoins l'ont décrit plus tard comme se tenant rigide devant les caisses ouvertes, le visage empreint de fureur et d'incrédulité. Pour lui, le scandale n'était plus abstrait. C'était une trahison, tangible et indéniable, scintillant dans l'éclat des diamants et des émeraudes. Des questions tourbillonnaient, mais les réponses ne venaient jamais. Depuis combien de temps les bijoux étaient-ils ici? Pourquoi n'avaient-ils pas été catalogués avec le reste de la collection? Et la question la plus obsédante de toutes, était-ce de la négligence ou une tentative calculée de revendiquer ce qui ne lui appartenait pas? L'atmosphère à Clarence House est passée de la suspicion à la terreur ouverte. La monarchie avait été plongée dans une tempête sans issue. Le personnel murmurait que le scandale ne pouvait plus être enterré. L'histoire était trop vaste, trop explosive, et si la vérité parvenait au public, elle s'enflammerait comme un feu de forêt. Au-dessus du sol, les portes du palais sont restées fermées. À l'intérieur, la tension s'est accrue, parce que tout le monde savait que la découverte dans la cave n'était pas la fin. C'était la mèche de quelque chose de bien plus dangereux. La nouvelle de la découverte de la cave s'est rapidement répandue dans la maison royale, et au moment où le soleil a pleinement illuminé le ciel de Londres, une figure avait déjà pris sa décision. La princesse Anne, connue pour son honnêteté brutale, son éthique de travail inlassable et sa loyauté inébranlable à la mémoire de sa mère. Anne n'était pas du genre à rester les bras croisés pendant que le scandale empoisonnait la monarchie. Elle est arrivée à Clarence House avec le calme d'un soldat marchant au combat. Ceux qui l'ont vue ont décrit son expression comme tranchante, ses mouvements délibérés, ses yeux froids de détermination. Anne avait déjà entendu des murmures, des rumeurs de pièces manquantes, des divergences dans les registres, des murmures du personnel selon lesquels des trésors semblaient disparaître chaque fois que la main de Camilla ait été impliquée. Mais les murmures ne suffisaient plus. Maintenant, il y avait la preuve. Anne portait avec elle quelque chose que personne d'autre n'avait, une lettre scellée écrite par la reine Élisabeth II elle-même, qui lui avait été confiée avant le décès de la reine. La lettre était restée non lue pendant des mois, cachée parmi des papiers personnels. Mais ce matin-là, alors que les caisses de bijoux étaient ouvertes à Clarence House, Anne a brisé le sceau.
À l'intérieur, dans l'écriture indubitable d'Élisabeth, il y avait des mots qui ont traversé le chaos avec la force d'un ordre d'outre-tombe. Elle avait nommé Anne gardienne de ses bijoux, protectrice de la collection, avec l'instruction que les trésors ne devaient jamais être traités comme des biens personnels. Ce n'étaient pas des ornements à thésauriser. C'était un héritage à préserver pour la nation et à transmettre avec dignité. Anne n'a pas perdu de temps devant les assistants principaux, le personnel de sécurité et son propre frère. Elle a lu la lettre à haute voix. Le poids des mots d'Élisabeth était indéniable. Charles s'est agité inconfortablement, tiraillé entre l'autorité de sa défunte mère et la loyauté envers sa femme. William se tenait droit aux côtés d'Anne, sa présence rappelant l'autre figure absente dans la pièce, Diana, dont l'ombre planait de plus en plus à chaque heure qui passait. Camilla, confrontée, a tenté de se défendre. Elle a insisté sur le fait que les bijoux étaient en sécurité, que des malentendus avaient alimenté la paranoïa, que les accusations n'étaient rien de plus que des exagérations. Mais sa voix affaiblit face à la marée de preuves. Le coffre en acier dans sa voiture, les caisses dans sa cave, et maintenant la lettre d'Élisabeth, chacun d'eux lui a enlevé sa crédibilité. Anne, jamais friande de théâtre, a parlé avec une force mesurée. Les bijoux doivent être restitués en totalité. Les registres doivent être corrigés. Le secret doit cesser. Ces mots n'étaient pas une supplication. C'était un ultimatum. Les personnes présentes ont dit que l'atmosphère était devenue glaciale. Le personnel avait l'impression que la défunte reine elle-même était entrée dans la pièce par la voix d'Anne. La clarté de son message, la tutelle, pas la possession, ne laissait aucune marge de manœuvre à Camilla. Pendant des années, Anne avait été considérée comme la plus pragmatique, la travailleuse acharnée, la sœur qui parlait franchement mais courtisait rarement le drame. Ce matin-là, elle est devenue quelque chose d'autre, la défenseur de l'héritage de sa mère, la force inébranlable qui s'oppose à la trahison. Clarence House n'était plus une maison divisée en murmures. C'était un champ de bataille, et Anne venait de tirer le premier coup de feu dans un règlement de compte qui allait ébranler la monarchie jusqu'à la moelle. Alors que la tempête faisait rage à l'intérieur de Clarence House, une autre voix était sur le point d'entrer sur le champ de bataille. Une voix qui était restée silencieuse pendant des décennies, mais qui n'avait jamais été oubliée. La princesse Diana. Ces mots, conservés sur papier, reviendraient avec la force d'une prophétie. Le prince Harry avait suivi l'évolution de la situation à distance, mais lorsque la nouvelle de la cave s'est répandue, il n'a plus pu garder le silence. Il est arrivé en portant une collection de photographies, de notes et de lettres personnelles qui lui avaient été confiées des années auparavant. Il s'agissait de fragments de la vie de Diana, de bribes de son écriture, d'images candides et de réflexions privées. Mais parmi eux se trouvait un détail qui a fait frissonner toutes les personnes présentes, la preuve d'un héritage manquant. Les photographies montraient Diana portant un délicat bracelet de perles, une pièce qu'elle avait chérie pendant ces années en tant que princesse de Galles. À côté des photos se trouvaient les propres mots de Diana écrits dans son écriture indubitable, avertissant que certains héritages pourraient un jour être revendiqués à tort. Ce n'était pas une réflexion vague, c'était un avertissement précis. Et le bracelet. Il avait refait surface dans le coffre-fort privé de Camilla. La révélation a frappé comme le tonnerre. William resta figé, la preuve de son frère confirmant tous ses soupçons. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de bijoux. Il s'agissait d'une trahison envers la mémoire de leur mère. La voix de Diana portée par l'encre et les photographies s'était jointe au combat d'Anne. Maintenant, deux forces, la défunte reine Élisabeth et la princesse Diana, semblaient se tenir côte à côte contre les défenses de Camilla. Des témoins se sont souvenus de l'expression de Camilla. Elle a pâli, son calme habituel s'estompait alors que la pièce se resserrait autour d'elle. Aucun argument, aucune excuse
ne pouvait effacer le fait que le bracelet chéri de Diana avait été retrouvé parmi ses effets personnels. C'était comme si Diana elle-même avait tendu la main depuis l'au-delà pour demander justice. Harry, souvent considéré comme le plus émotif des deux frères, a parlé avec une constance qui a surpris même ses critiques. Il a rappelé à l'Assemblée que ces héritages n'étaient pas de simples ornements. Ils étaient des symboles de continuité, de famille, d'héritage. L'air du palais s'est encore alourdi. Les assistants ont évité le contact visuel. Les gardes se sont raidis à leur poste. Même Charles avait l'air creux, pris entre la femme qu'il aimait et les voix indéniables de sa défunte épouse et de sa défunte mère. Pour William, la découverte a été encore plus profonde. Il avait passé sa vie à défendre l'héritage de sa mère, portant le fardeau de son absence comme une blessure tacite. Maintenant, avec Harry à ses côtés, ce fardeau s'est transformé en feu. Ensemble, ils se tenaient non seulement en tant que fils, mais en tant que gardien de la mémoire de Diana. La combinaison était mortelle. La lettre scellée d'Élisabeth nommant Anne protectrice. Les avertissements de Diana et son bracelet disparu refirent surface. William et Harry unis, ne serait-ce qu'un instant, pour protéger le nom de leur mère. La monarchie n'avait jamais été confrontée à un tel règlement de compte. Deux fantômes parlant d'une seule voix, rouvrant des blessures que l'institution avait longtemps essayé d'enterrer. Et alors que les preuves s'accumulaient, Clarence House ne pouvait plus contenir le scandale. Il était sur le point de se répandre à Balmoral, le plus sacré des refuges royaux, où le règlement de compte atteindrait son apogée. Balmoral avait toujours été un sanctuaire. Niché dans les Highlands écossaises, c'était là qu'Élisabeth II trouvait la paix, où les étés étaient remplis de promenades à travers les collines couvertes de bruyères et les soirées au coin du feu. Y apporter un scandale était impensable, et pourtant, Balmoral est devenu le théâtre de la confrontation la plus dramatique de la monarchie depuis des décennies. La princesse Anne a insisté sur le fait que le règlement de compte ne pouvait pas rester confiné à Clarence House. Si la vérité devait être affrontée, elle devait l'être sur un terrain sacré, le domaine que sa mère avait chéri par-dessus tout. Et ainsi, sous le ciel gris d'Écosse, les membres de la famille se sont réunis dans un silence malaisé. L'air portait non seulement le poids de l'histoire, mais aussi la tension de la trahison. À l'intérieur de la grande salle, Anne se tenait ferme. Dans ses mains, elle portait deux ensembles de preuves. La lettre scellée de sa mère la nommant gardienne des bijoux, et les notes de Diana livrées par Harry, mettant en garde contre les héritages revendiqués à tort. La combinaison était dévastatrice. Les mots de deux femmes qui ne pouvaient plus parler pour elles-mêmes résonnaient maintenant à travers la voix ferme d'Anne. Camilla tenta de se défendre. Elle présenta la situation comme un malentendu, arguant que des registres égarés avaient alimenté des exagérations, essaya de faire appel à la sympathie. Mais Balmoral n'était pas Londres. Ici, la présence d'Élisabeth était partout. Son portrait au mur, sa mémoire dans chaque pièce. Les mots de Camilla faiblirent face à l'écho de l'autorité d'Élisabeth. Des témoins ont décrit le moment où Anne a lu la lettre de la reine à haute voix. Sa voix résonna dans le hall comme de l'acier enveloppé de tristesse. « Tutelle, pas possession », avait écrit Élisabeth. Ces trois mots ne laissaient aucune place aux excuses. Les bijoux ne devaient pas être revendiqués. Ils devaient être protégés, conservés et transmis avec dignité. Un par un, les objets du coffre-fort de Camilla furent présentés et mis à nu. La broche à fleurs en diamant victorien, le collier de saphir, le collier d'émeraude et enfin le bracelet de perles de Diana. Chaque pièce portait en elle non seulement une valeur financière, mais aussi une histoire, une mémoire, un fragment d'héritage, et chaque pièce exposée dans le hall de Balmoral devint une preuve de trahison. Charles resta silencieux, tiraillé comme seul un roi pouvait l'être. Entre le devoir et l'amour, entre la vérité et la loyauté,
Ses épaules s'affaissèrent à mesure que les preuves s'accumulaient. Pour Camilla, il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque argument se dissipa sous le poids des preuves. Chaque tentative de charme fut réduite au silence. Elle était acculée, diminuée, dépouillée de sa crédibilité devant la famille, même qu'elle s'était battue pour rejoindre. Quand ce fut terminé, Camilla n'eut d'autre choix que de céder. Les bijoux furent restitués à la collection royale. Les registres furent corrigés. La promesse d'Élisabeth fut honorée. Mais la victoire n'était pas triomphante. Elle était lourde, remplie d'humiliation et de chagrin. Pour Anne, le règlement de compte était doux amer. Elle avait rempli l'ordre de sa mère, mais au prix de l'exposition de fractures qui ne pourraient jamais guérir complètement. Pour Camilla, ce fut le point le plus bas de sa vie publique. La confrontation à Balmoral a peut-être pris fin avec la restitution des bijoux, mais elle n'a pas rétabli la paix. En vérité, elle n'a fait qu'approfondir les fractures. Extérieurement, la monarchie présentait une image soignée, des sourires pour les caméras, des apparitions soigneusement mises en scène et des saluts royaux destinés à rassurer le public que tout allait bien. Mais derrière les portes closes, les cicatrices de la trahison étaient profondes. Camilla est sortie de Balmoral diminuée. Bien qu'elle ait conservé son titre, son autorité avait été vidée de sa substance. Le personnel qui la traitait autrefois avec chaleur parlait maintenant avec une formalité froide. Les courtisans murmuraient derrière les portes closes, leur voix teintée de suspicion. Pendant des années, Camilla s'était battue pour être acceptée, mais maintenant, chaque regard semblait lui rappeler ce qui avait été exposé. Anne, d'un autre côté, a acquis une nouvelle importance. Sa réputation d'enfant la plus consciencieuse d'Élisabeth s'était transformée en quelque chose de plus. Elle était maintenant la gardienne de l'héritage, la figure qui avait défendu les paroles de sa mère quand d'autres avaient faibli. Même ceux qui avaient autrefois rejeté son franc-parler respectaient maintenant sa détermination. À l'intérieur du palais, son influence a grandi tranquillement, sa voix portant plus de poids que jamais auparavant. William, ébranlé mais résolu, a ramené les journaux de sa mère sous sa propre garde. Pour lui, la découverte ne concernait pas simplement des bijoux ou un héritage. Il s'agissait de la vérité de sa mère, longtemps enfouie et presque volée. Sa confiance en Camilla s'est complètement brisée et sa relation avec son père est devenue tendue sous le poids d'un ressentiment tacite. Harry, bien que vivant séparé du cœur de la famille, a trouvé en ce moment un lien renouvelé avec William. Pendant une brève période, les frères se sont tenus côte à côte, leur loyauté partagée envers Diana surpassant des années de division. Charles a fait face au fardeau le plus lourd de tous. Il avait été forcé de voir sa femme humiliée et les souhaits de sa mère mis à nu par écrit. Il a essayé de colmater les brèches avec une attitude publique, mais même lui ne pouvait pas ignorer la vérité. La confiance au sein de sa famille avait été brisée, peut-être de façon permanente. Chaque décision qu'il a prise à partir de ce moment-là portait l'ombre de Balmoral. À l'intérieur du palais, de nouveaux protocoles ont été introduits. Les inventaires de la collection royale sont devenus plus stricts que jamais. Aucun bijou ne pouvait être emprunté ou déplacé sans signature, témoin et vérification. La tradition autrefois informelle de transmettre des héritages à des fins privées avait été remplacée par une surveillance rigoureuse. Pour le public, rien ne semblait clocher. Pour ceux qui étaient à l'intérieur, c'était un rappel constant de la trahison. Et pour Camilla, chaque apparition publique est devenue une épreuve. Chaque fois qu'elle portait un collier ou une broche, des murmures suivaient. Était-ce l'une des pièces cachées? Le sourire sur son visage pouvait-il effacer le souvenir des bijoux sortis de sa cave? La réponse était toujours non. La tâche persistait. Les retombées de Balmoral ne concernaient pas seulement les héritages. Il s'agissait de loyauté, de tutelle et de la facilité avec laquelle la confiance pouvait s'effondrer. Clarence House et Balmoral
avait exposé des vérités que la monarchie souhaitait enterrer. Mais l'histoire, une fois découverte, refusait de se taire. Le scandale de Clarence House n'a jamais concerné uniquement des bijoux ou des journaux intimes. Il s'agissait de ce qu'ils représentaient: la tutelle contre la possession, le devoir contre l'ambition, la loyauté contre la trahison. Dans les semaines qui ont suivi Balmoral, ces thèmes ont résonné dans les couloirs de la monarchie, remodelant la façon dont chaque membre de la famille était perçu. Pour Camilla, les dommages étaient permanents. Bien qu'elle ait souri lors d'engagements, serré des mains lors d'événements caritatifs et prononcé des discours avec une chaleur étudiée, l'aura de suspicion s'accrochait à elle comme une ombre. Le personnel, qui murmurait autrefois son admiration, murmurait maintenant des doutes. Le public, protégé de toute la vérité, en a suffisamment perçu pour se lasser, et au sein de la famille, sa crédibilité avait été brisée au-delà de toute réparation. Elle n'avait pas seulement mal géré la confiance de la couronne, elle l'avait presque brisée, et en revanche, Anne a émergé avec une autorité qu'aucun titre ne pouvait conférer. Sa défense de la lettre d'Élisabeth et son insistance acharnée sur la transparence l'ont élevée du statut de royale consciencieuse à celui d'encre morale. Elle n'avait pas cherché les projecteurs, mais ils l'ont trouvé malgré tout. Les personnes les plus proches de la famille ont commencé à répéter la phrase d'Élisabeth: « Tutelle, pas possession », presque comme une devise tranquille. C'est Anne qui avait incarné ces mots quand cela comptait le plus. William portait les journaux de sa mère avec lui, les traitant comme des rappels sacrés de sa présence. C'était plus que du papier. C'étaient les fragments d'une voix réduite au silence trop tôt. Chaque fois qu'il relisait les pages, il se souvenait de la raison pour laquelle il s'était avancé cette nuit-là à Clarence House. Protéger la mémoire de Diana n'était plus seulement personnel, c'était devenu une partie de son rôle d'héritier. L'implication de Harry, bien que brève, a été décisive. En produisant les photographies et les notes de Diana, il a forcé le palais à confronter des vérités qu'il aurait pu autrement enterrer. Pour une fois, lui et William se sont tenus unis, leur loyauté partagée envers leur mère éclipsant des années de tension. Et pour le public, même sans divulgation complète, les murmures de leur défense conjointe de Diana ont suscité l'admiration. Le scandale a également remodelé la façon dont la collection royale était perçue. Les bijoux n'étaient plus de simples ornements exposés lors de dîners d'État ou portés lors de couronnements. Ils sont devenus des symboles de la lutte entre le secret et la transparence, la possession et le devoir. Chaque broche, collier et bracelet portait une histoire, non seulement d'histoire, mais aussi de trahison narrolie défaite. Derrière les murs du palais, la tension persistait. Le personnel plaisantait amèrement, en disant que rien ne pouvait quitter son étui en velours sans 10 signatures. Mais sous l'humour se cachait la peur. Si des bijoux avaient été cachés une fois, quelle assurance y avait-il que d'autres n'avaient pas disparu discrètement au fil des ans? La suspicion s'est infiltrée dans chaque inventaire, chaque vérification des registres, chaque conversation à voix basse. Et pourtant, au milieu de l'amertume, il y avait aussi de la résilience. La fermeté d'Anne, la fureur de William, l'épreuve de Harry, tous avaient œuvré ensemble pour honorer la mémoire des femmes dont les voix avaient été presque réduites au silence. La lettre d'Élisabeth, les notes de Diana, 2 héritages entrelacés, rappelant à la monarchie que le silence n'est pas une protection. Le courage l'est. La leçon était claire. L'histoire ne peut pas être thésaurisée et l'héritage ne peut pas être enfermé. Il doit être défendu, parfois au prix du confort, parfois au prix de l'unité familiale. Pour Anne, William et Harry, ce prix valait la peine d'être payé. Pour Camilla, le coût était une crédibilité qu'elle ne retrouverait jamais. Le temps a passé, mais le souvenir du scandale de Clarence House ne s'est jamais estompé.
bien que les bijoux aient été discrètement restaurés et que la famille ait projeté l'unité au monde. Ceux qui avaient été témoins de la vérité savaient qu'elle ne pourrait jamais être effacée. La cave, le coffre en acier, les journaux intimes, la confrontation à Balmoral, tous avaient laissé des marques trop profondes pour guérir. Pour Camilla, chaque jour est devenu un exercice d'endurance. Elle a continué à assister à des événements, son sourire poli, son attitude soigneusement répétée. Pourtant, sous les perles et les diamants, les murmures persistaient. Chaque collier qu'elle portait suscitait des questions tacites. Était-ce l'une des pièces autrefois cachées? Pourrait-il à nouveau symboliser la dignité ou seulement la trahison? Les bijoux scintillaient, mais la confiance s'était émoussée pour toujours. Charles portait son propre fardeau. Il avait été forcé de voir la crédibilité de sa femme s'effondrer, tandis que les mots de sa mère et les avertissements de son ex-femme défunte résonnaient dans les couloirs. Le roi avait cherché la stabilité par-dessus tout, mais le scandale a révélé des fractures qu'aucune couronne ne pouvait réparer. Son règne, conçu comme un pont entre la tradition et la modernité, était hanté par des fantômes, ceux d'Élisabeth, de Diana et les choix qu'il avait faits dans sa vie et en amour. Anne est restée inébranlable. Elle avait non seulement protégé les souhaits de sa mère, mais avait également acquis la réputation d'être la gardienne la plus farouche de l'héritage de la monarchie. Sa voix, autrefois considérée comme abrupte et sans phare, est devenue celle à laquelle les courtisans faisaient le plus confiance. Elle ne portait pas de couronne, mais elle portait quelque chose de plus lourd, une autorité morale, et même ceux qui l'avaient autrefois négligée la reconnaissent maintenant comme le pilier qui maintient l'histoire debout. Pour William, le règlement de compte avait été profondément personnel. Il avait affronté le vol de la mémoire de sa mère et avait émergé non seulement comme son défenseur, mais aussi comme l'héritier, qui prouva qu'il ne reculerait pas devant la vérité, aussi douloureuse soit-elle. L'image de lui serrant les journaux de Diana dans ses mains est restée gravée dans l'esprit des personnes présentes. C'était le moment où il est passé de prince à protecteur, un fils transformé en la voix vivante d'un héritage. Le rôle de Harry, lui aussi, ne pouvait être ignoré. Bien que sa vie se soit éloignée du chemin de la monarchie, sa décision de présenter les photographies et les notes de Diana a garanti que sa voix ne pourrait pas être réduite au silence. Pendant un bref et extraordinaire moment, les frères se sont tenus unis, se battant pour la même cause, la dignité de leur mère. En fin de compte, le scandale est devenu plus qu'un chapitre de bijoux égarés. C'était un test de loyauté, une bataille pour la vérité et un rappel que même les palais ne peuvent pas garder les secrets enfouis pour toujours. La cave de Clarence House, autrefois un espace tranquille et ombragé, était devenue le symbole de la trahison exposée. Balmoral, autrefois un sanctuaire, était devenu le théâtre du règlement de compte, et au-dessus de tout cela, deux voix persistaient. L'ordre ferme d'Élisabeth, la tutelle, pas la possession, et l'avertissement obsédant de Diana que les héritages pourraient être revendiqués à tort. Ensemble, ces voix avaient forcé la monarchie à confronter ses propres fractures. Les bijoux brillaient à nouveau en public, polis et exposés lors d'occasions d'État. Mais pour ceux qui connaissaient de la vérité, ils portaient une autre sorte d'éclat, le reflet de la trahison, du courage et du prix de l'héritage. Le scandale de Clarence House ne serait pas rappelé comme une histoire d'ornement perdu et retrouvé. Il serait rappelé comme le moment où la loyauté est entrée en collision avec l'ambition, où la vérité s'est frayé un chemin hors de l'ombre, et où une famille construite sur la tradition a découvert que le courage, et non le silence, est le seul gardien suffisamment fort pour protéger l'industrie.